Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Enseigner et faire aimer la philosophie, c'est le challenge de cette semaine de la philo. Nous avons décidé d'en parler avec l'enseignante et chercheuse Edwige Chirouter. Elle sera avec nous dans quelques instants. Faire le pont entre l'école et le travail, c'est ce que propose l'INRS dans un concours. On en parle avec notre invitée en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotiard nous emmène en Irak, où le pouvoir en place veut abaisser l'âge du consentement pour les petites filles. Mais on va retrouver tout de suite Louisa pour faire un point sur l'actualité éducation du jour. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la dernière consultation de l'UNICEF qui annonce qu'un enfant sur 5 ne mange pas 3 repas par jour. Ce mardi, l'étude menée par l'UNICEF auprès de 20 000 jeunes de 6 à 18 ans révèle de nouveaux chiffres. 22,8% des enfants mangent moins de 3 repas par jour, 11,9% mangent une fois par semaine viande, poisson ou œufs, 11% mangent seulement une fois par semaine fruits et légumes. Mais cette étude met aussi en avant le manque de protection et d'interaction sociale qui peuvent avoir de lourdes conséquences chez les jeunes. Dans son rapport, l'organisation onusienne précise, je cite, « Ces privations souvent cumulatives engendrent un sentiment d'exclusion profond chez ces enfants et adolescents qui se sentent contraints par un écart par rapport à la norme sans nécessairement être plongés dans une détresse absolue. » Côté interaction sociale, 7,3% ne fréquentent pas leurs amis en dehors de chez eux et de l'école, 10,9% ne peuvent pas fêter leurs anniversaires et 7,1% n'ont pas le droit d'inviter leurs amis chez eux. En ce qui concerne le manque de protection, c'est plus d'un enfant sur 10 qui est touché par des violences commises par des adultes. Près de 31% des plus de 13 ans ont déjà pensé au suicide, quand 6% disent avoir subi des rapports sexuels non consentants. Demain aura lieu la journée internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF demande au gouvernement d'agir et annonce la création d'un observatoire des droits de l'enfant. Et on poursuit avec le lancement de la 40e campagne des Restos du Cœur qui commence aujourd'hui. Et on s'en souvient, l'année dernière, les Restos du Cœur affichaient un déficit de 35 millions d'euros. Pas d'autre choix que de restreindre l'accès à l'aide alimentaire. Mais qu'en est-il de la situation financière des Restos du Cœur cette année? Yves Mérillon, porte-parole des Restos du Cœur, était ce matin sur France Info. Alors c'est un peu tôt pour le dire, en tout cas ça va mieux que l'année dernière. Nous avions lancé 2 mesures principales. D'abord un appel à la solidarité qui avait bien marché, la générosité du public avait été au rendez-vous, nos partenaires, l'État avait fait un effort supplémentaire qui avait d'ailleurs profité aux autres associations d'aide alimentaire également. Et nous avions été obligés de prendre des mesures de restriction très difficiles pour les personnes que nous accueillons, c'est-à-dire que nous avions restreint l'accès à l'aide alimentaire et d'autre part nous avions réduit la dotation. Avec ces mesures, effectivement, nous avons retrouvé un équilibre, mais nous restons très très prudents parce que la situation économique est celle que vous connaissez. On parle de plans sociaux, on parle de beaucoup de difficultés. Si le chômage doit reprendre, si l'inflation repartait, il est certain que les personnes qui ont besoin de nous reviendraient très nombreuses à nos portes et que ça serait extrêmement difficile à continuer dans ces conditions-là. Yves Mérillon ajoute, je cite, « La moitié des personnes que nous accueillons ont moins de 25 ans et nous avons 128 000 bébés de moins de 3 ans. Nous voulons absolument tout faire pour que ces 128 000 bébés qui sont aujourd'hui au Resto du Cœur avec leurs parents ne soient plus, dans 20 ans, de jeunes adultes encore au Resto du Cœur. » L'objectif des Restos du Cœur cette année est donc de lutter contre la reproduction de la pauvreté de génération en génération. Pour faire un don, toutes les informations sont à retrouver sur le site restoducoeur.org. On se rend à Paris, au lycée Maurice Ravel, où le tribunal correctionnel a rendu son verdict suite aux menaces de mort qui avaient été proférées contre le proviseur. Une peine de 60 jours, amende d'un montant de 600 €, un stage de citoyenneté de 5 jours et 3 000 € de dommages et intérêts. Voici ce qu'a exigé le tribunal correctionnel au jeune homme de 27 ans. Pour rappel, le 28 février dernier, le proviseur avait demandé à une élève de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. S'en est suivi des insultes sur les réseaux sociaux de la part de AA, ce jeune homme qui avait publié sur son compte X qu'il fallait, je cite, « brûler vif ». Le proviseur, le tribunal, précise que des jours de prison pourraient être requis en cas de non-paiement des amendes. Et ce lundi, 2 anciens élèves qui avaient désigné le professeur Samuel Paty au terroriste ont raconté à la cour d'assises spéciale de Paris à la fois leur motivation mais surtout leur regret. 2 des anciens collégiens ont témoigné de leur regret suite à la désignation du professeur auprès du terroriste pour la somme de 350 € en liquide. On voit un des 2 jeunes sur cette image prise par Le Parisien. Le premier, qui avait 14 ans au moment des faits, confie, je cite, « Sincèrement, je regrette, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une erreur
erreur alors que je pouvais l'arrêter. J'ai fait une erreur, je regrette, je m'excuse encore auprès de la famille. Quant au second témoin, il a précisé ne pas réaliser ce qu'il était en train de faire. Les 2 témoins mineurs au moment des faits assurent n'avoir jamais eu connaissance des intentions du terroriste. On poursuit ce journal avec l'association Anticorps qui porte plainte contre le groupe de crèches privées People and Baby pour escroquerie et détournement de fonds publics. Le parquet de Paris a précisé qu'une enquête a été ouverte ce lundi 18 novembre suite à la plainte de l'association Anticorps contre le groupe People and Baby qui pointe du doigt, je cite, des faits d'escroquerie au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de complicité, de fraude fiscale potentiellement imputable aux crèches People and Baby. Cette plainte fait suite au livre enquête publié par le journaliste Victor Castaner intitulé une plainte fait suite au livre enquête Les Ogres publié par le journaliste Victor Castaner qui dénonce la maltraitance des enfants au sein des crèches privées et l'inaction des pouvoirs publics. Selon maître Vincent Brengard, l'avocat de l'association Anticorps, la somme détournée serait, je cite, de 2,1 millions d'euros à minima, un chiffrage qui ne concerne que la fraude à l'aide au chômage partiel. Affaire à suivre donc. Et on termine ce journal avec l'inauguration de l'école de la cité scolaire internationale Jacques Chirac de Marseille qui aura lieu demain. Et on la voit en image au cœur du quartier Euroméditerranée à Marseille. Cette école cofinancée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est tournée vers l'éducation internationale. Alors elle affiche une offre complète avec 4 classes de CP, 3 de CM1, un internat de 200 places, un lieu de restauration, un CDI, un pôle sportif et même une salle polyvalente. Cette école, c'est 2200 élèves qui pourront profiter, je cite, du caractère d'excellence et de mixité sociale et scolaire, puisque par exemple les sections espagnoles, britanniques, allemandes, chinoises et arabes seront ouvertes dès le CP et on leur souhaite une bonne inauguration. Merci Louisa. Apprendre à penser par soi-même, à connaître les limites qui font la société, mais aussi ses droits, l'ouverture d'esprit et bien sûr l'esprit critique. Autant d'arguments pour enseigner la philosophie dès le plus jeune âge, un cheval de bataille qui est celui de notre invitée, la chercheuse et enseignante Edwige Chirouter. Bonsoir Edwige Chirouter. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes professeur d'université en philosophie, sciences de l'éducation. Vous êtes titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. On va parler de tout ça parce que c'est très important. Les mots, c'est pas à vous que je vais le dire, mais la transformation sociale aussi passe par là. Est-ce qu'on peut commencer déjà par définir, s'il vous plaît, ensemble, en peu de mots, c'est ça le problème, mais ce qu'est la philosophie. Je vais reprendre celle du philosophe Merleau-Ponty. Philosopher, c'est commencer. Est-ce que c'est un commencement perpétuel, la philo ? Ah oui, moi je dirais déjà que ça commence quand les grandes questions se posent, et tous les parents le savent, 3-4 ans, c'est l'âge de l'étonnement devant le monde. C'est Aristote qui disait que ce qui distingue les humains des autres animaux, c'est d'abord la capacité à s'étonner. C'est parce qu'on s'étonne qu'on invente les mythes, les sciences, les arts, les religions. La philosophie existe d'abord et avant tout parce qu'on se pose des questions. C'est l'âge des pourquoi, c'est l'âge des comment. Et l'idée, c'est vraiment qu'on commence à philosopher quand on se pose ces grandes questions universelles, intemporelles, et qu'on cherche à donner sens au monde. Donc la philosophie, ça commence avec les questions. D'où la question, effectivement, de se dire, si on commence dès le départ, dès à 3-4 ans, à se poser le fameux pourquoi, comment, pourquoi on n'enseigne pas la philo plus tôt. Mais on va y revenir juste après. Se poser, parce que j'aimerais qu'on comprenne, qu'on essaie de définir ensemble en quelques mots, mais ce qu'est la philosophie, est-ce qu'on peut se dire que se poser ces fameuses grandes questions existentielles, universelles, ça veut dire aussi accepter le fait de ne pas savoir, accepter sa vulnérabilité? C'est absolument essentiel. C'est un objectif de faire de la philo avec les enfants. C'est pas parce que ce serait facile, la philo, qu'on pourrait le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. C'est un vrai entraînement. C'est difficile de penser par soi-même. Je crois qu'une des plus belles définitions de la philosophie, on la trouve dans le mythe de la caverne de Platon. On est tous dans la caverne de nos préjugés, de nos opinions, de nos idées toutes faites, et on est bien dans cette caverne. Elle est confortable. Et le travail philosophique, c'est aussi un travail d'arrachement, où tout d'un coup, il faut parcourir ce chemin jusqu'à ce que mort s'en suive. On n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux, disait Épicure, pour philosopher. Mais c'est un chemin qui est difficile affectivement aussi, parce qu'on s'arrache à nos opinions, à nos préjugés, à ceux qui sont transmis dans notre famille. Mais par contre, on gagne en lucidité. C'est le soleil qu'on trouve à la fin, qui est pensé par soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois difficile, parfois, mais nécessaire.
Alors là, que la philosophie, on le disait que ce n'était pas une doctrine, c'est une activité. On philosophe en permanence. On va solliciter, on l'a dit, et vous le dites aussi, la pensée critique, mais aussi, est-ce qu'on sollicite la créativité? Est-ce qu'on va être en permanence dans l'imagination? Tout le temps, moi je dirais. Et surtout qu'avec les enfants, mais c'est vrai aussi avec les ados et avec les adultes, la philosophie, c'est un travail aussi d'arrachement par rapport à l'expérience personnelle. On philosophe pas bien quand on parle de son vécu ou de son intimité parce qu'on est trop dans l'affect et dans la passion. Donc il faut prendre un pas de côté par rapport à l'urgence du quotidien pour réfléchir. Et pour moi, il n'y a rien que mieux, par exemple, que la littérature. On va lire une histoire, on va se mettre à la place des personnages et on va y vivre des expériences de pensée. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Si j'étais son meilleur ami, dilemme moral, qu'est-ce que je lui conseille? Et donc ça va nous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la liberté. Mais l'imaginaire, c'est ce que disait Paul Ricoeur, c'est un grand laboratoire. C'est un grand laboratoire où je peux tout expérimenter de la condition humaine. Et revenant à la réalité, cette réalité, elle est plus intelligible, elle est plus claire par cette expérience que j'ai vécue dans ce grand laboratoire de l'imaginaire et de la pensée. Alors, on va chercher en permanence, effectivement, à se poser des questions, mais est-ce qu'on va chercher des réponses? Oui, absolument, c'est vraiment l'idée. On déconstruit, parce qu'on se rend compte que ce qu'on pense, c'est pas le seul point de vue. On découvre aussi que des fois, ce qu'on pense, c'est pas complètement vrai. C'est très démocratique, déjà. C'est très démocratique, ouais. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est une remise en cause. Il faut du courage intellectuel pour se mettre à philosopher, et surtout avec les enfants, si on déconstruit, si on pose des questions, absolument on reconstruit. C'est-à-dire qu'on donne des repères aux enfants par rapport à ces grandes questions. Faut-il toujours dire la vérité? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une loi juste? Faut-il parfois désobéir? On va leur poser plein de questions, mais évidemment après... on va construire des convictions. Elles sont plurielles, il n'y en a pas qu'une. Je crois que la philosophie, elle lutte contre deux écueils de la démocratie actuellement. L'écueil du relativisme, qui serait qu'on pourrait dire tout et n'importe quoi sans chercher un espace de véracité. Voilà. Donc il y a une rigueur intellectuelle, il y a le fait de s'arracher des opinions pour construire une pensée qui est rigoureuse. Donc ça, on lutte contre le relativisme. Et l'autre écueil, c'est le dogmatisme, où il n'y aurait qu'une seule façon d'y répondre. Donc je pense que la philosophie, c'est une voie. Qu'une seule façon d'y répondre, pardon, et de penser aussi. Et de penser aussi. On peut le redire aussi, pardon, mais c'est que vous le dites, vous faites allusion à effectivement l'ambiance actuelle avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit un peu partout. C'est aussi ça que vous répétez à la fois aux adultes, peut-être d'ailleurs en priorité, et aussi aux enfants. Et aux enfants, le pluralisme. C'est-à-dire, pour moi, la philosophie, c'est une forme d'interprétation du monde. Quand on interprète un texte, par exemple, un texte qui est intelligent, qui est subtil, qui est poétique, il n'y a pas une réponse qui est donnée de façon explicite, il n'y a pas une leçon de morale qui est donnée dans le texte, on est obligé d'aller l'interpréter, de trouver ce qu'il y a dans le texte, dans ces interstices, le sens qu'il y a. Par contre, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas délirer sur un texte non plus. Le monde, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de penser le monde, il y a des convictions, il y a des croyances sur lesquelles on peut s'appuyer pour donner du sens au monde, et en même temps on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des faits, il y a de la science, il y a de la rationalité. Donc c'est cet entre-deux-là qu'on essaye à construire avec les enfants. La philosophie en fait est très proche de la science. Elle est proche de la science, elle est proche de la littérature, elle est proche des arts, elle est proche de plein de choses, c'est pour ça qu'elle est très complète. C'est vrai que c'est important de faire de la philosophie parce que c'est aussi une vision qui est complète de la réalité. C'est de l'exigence intellectuelle, scientifique, mais c'est aussi un rapport à la littérature et à l'imaginaire. Donc ça veut dire que la philosophie, en fait, cherche aussi à amener la contradiction. Vous disiez, pour n'importe quelle question, c'est une voie vers la démocratie. Donc quand on est enfant, c'est aussi un moment où il faut pouvoir écouter la parole de l'autre, écouter les questionnements qui peuvent parfois peuvent surprendre ou peuvent peut-être gêner. Et découvrir le pluralisme aussi. C'est pour ça que pour moi aussi, l'atelier de philosophie, on appelle ça une communauté de recherche philosophique. La communauté, c'est important parce que c'est aussi la coopération intellectuelle. On va coopérer intellectuellement, tous ensemble, pour essayer justement de trouver des réponses à cette grande question universelle qui est si importante quand on est un être humain. Et donc, les enfants vont devoir s'écouter, vont devoir accepter le pluralisme. Je pense aux croyances, par exemple, qui ont toute leur place dans l'atelier philo. C'est vraiment un espace laïque au sens fort du terme, où on a le droit de croire et de ne pas croire. Et l'élève qui va être croyant, il a tout autant le droit de présenter ses croyances comme étant sa façon de voir le monde que l'enfant qui est athée, qui lui aussi va présenter sa vision du monde en tant qu'athée. Donc les différentes convictions, les différentes croyances, elles ont toute leur place dans l'atelier philo tant qu'elles sont conscientisées comme telles. Par exemple, on peut croire en tout ce qu'on veut tant qu'on est conscient qu'il s'agit d'une croyance.
Je lisais un enseignant, en fait, sur Internet, pardonnez-moi, je n'ai pas le nom, je n'ai pas réussi à le trouver, mais la philosophie à l'école, c'est dépasser l'atelier palabre en mettant à distance son avis, son propre avis. C'est sortir de son exemple personnel pour atteindre l'universel. Qu'en dites-vous? Oui, je suis absolument d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup la littérature de jeunesse ou les médiations culturelles dans l'atelier philo. C'est pas un atelier de psychologie, c'est pas la psychothérapie de groupe du tout. Il faut essayer, comme je disais tout à l'heure, de sortir de son vécu, de son intimité et de ses affects pour prendre de la distance. C'est une mise à distance aussi, la philosophie, pour pouvoir penser. Et les personnages dans les histoires, ils permettent justement à la fois de s'appuyer sur des exemples, mais sans faire référence de façon trop directe à l'intimité et au vécu. Aujourd'hui, on parle de l'actualité, évidemment, dès que l'on peut, à l'école, alors au travers de l'histoire, de l'éducation morale et civique, même de la littérature, ou pourquoi pas des langues aussi, enfin n'importe quelle matière. Est-ce que la philosophie n'est pas le lieu idéal, justement, pour pouvoir se confronter à cette actualité et prendre du recul par rapport à ce qui se passe? Hannah Arendt disait qu'une démocratie, pour survivre, avait besoin d'oasis de pensée. Et j'aime beaucoup cette formule-là, cette métaphore, et je pense vraiment que les ateliers de philosophie qu'on offre aux enfants, que ce soit à l'école ou dans la cité, il y en a beaucoup en bibliothèque ou dans les théâtres qui sont proposés, c'est des oasis, c'est-à-dire c'est des temps aussi de décélération où on fait stop par rapport à l'urgence du quotidien pour prendre le temps collectivement de réfléchir à cette grande question qui nous concerne tous. Et je pense que nous, adultes, si on réfléchit, quand avons-nous l'occasion de nous poser collectivement pour réfléchir sur ce que c'est que l'amour, le bonheur, la justice, la liberté, je pense que tout à chacun fera le constat qu'en fait, ils n'existent pas beaucoup, ces oasis. Et oui, c'est peut-être la réflexion que font d'ailleurs les élèves, les jeunes élèves que vous rencontrez, se disent, mais prendre le temps de la réflexion, alors qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe dans le monde, ça ne va pas, ça ne marche pas, on voit bien. Les gens crèvent de faim, ils vont pas bien. Pour ceux qui sont en plus dans des pays difficiles ou en guerre ou en conflit, c'est terrible. Donc comment faire aussi pour pouvoir confronter l'idée qu'il faut justement prendre ce temps de réflexion et en même temps être face à l'immédiateté à la fois de l'image et de l'horreur que l'on dit en permanence? C'est pour ça que ces temps de décélération, ces oasis de pensée, ils sont essentiels parce que même si, par exemple, on va pas dans l'atelier de philosophie, on va peut-être pas aborder les questions d'actualité de front. Par contre, on va pas parler du conflit entre la Palestine et Israël de façon directe ou... Mais par contre, on va parler de la guerre, on va parler du conflit, on va parler de la paix, on va parler de la justice. Sous quelle angle, par exemple, on parlait de la guerre? Par exemple, moi, je pense beaucoup que les ouvrages de littérature de jeunesse, quand ils sont très poétiques, justement, ils permettent de réfléchir à la différence entre guerre et conflit, par exemple, mais sans aborder de front des questions qui peuvent être, vous voyez, trop chaudes, trop brûlantes, trop affectives. La question du racisme aussi, c'est pareil. Et avec des enfants aussi qui entendent dans des familles des propos qui peuvent être racistes, sexistes, homophobes, quand on leur fait, dans un atelier philo, réfléchir sur la différence entre identité et appartenance, pourquoi c'est tellement injuste de juger quelqu'un seulement parce qu'il appartient à telle ou telle catégorie, mais à partir d'albums, vous voyez, qui vont partir des petits rouges et des petits bleus, quoi. C'est-à-dire que c'est très poétique, c'est très symbolique. Ils comprennent l'injustice des préjugés, et sans que ça fasse référence forcément tout de suite à ce qu'ils peuvent vivre dans le quotidien. Et c'est ensuite, quand ils reviennent dans la réalité, qu'ils se disent, mais en fait, c'est super injuste de réfléchir. Mais ça, en fait, c'est un préjugé qu'il y a là. Si on aborde trop de front, il y a des enfants qui vont être dans le conflit de loyauté par rapport à la famille aussi, ou qui vont être dans l'affect. On ne fait pas un atelier de philosophie sur l'amour à partir de sa propre vie amoureuse. Mais non. On est trop dans l'affect. Voilà, on ne va pas réfléchir, on va être dans la mauvaise foi. Et donc, on va faire un atelier philo, par exemple, avec un album qui résume Cyrano de Bergerac. Est-ce que Cyrano aime vraiment Roxane? Parce qu'il n'a pas l'air très jaloux, puisqu'il est de son rival. Alors, est-ce qu'on peut être amoureux et jaloux? Et puis, il lui ment à Roxane. Est-ce qu'on peut aimer et mentir? Et vous voyez, quand on fait un atelier de philo à partir de cette expérience de pensée, Cyrano aime-t-il Roxane? Quand on revient dans la réalité, peut-être qu'on peut se poser la question, mais... qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un? Est-ce qu'on peut être aimer jaloux? Est-ce qu'on peut aimer mentir? Donc, je pense que les ateliers de philosophie, sans aborder de front les questions d'actualité ou des questions délicates ou intimes,
Ils sont un espace qui va résonner avec l'intimité des enfants, mais en dehors de l'atelier. Prendre de la distance, on le redit encore, c'est vraiment essentiel, très important, et vous le faites grâce à ces ateliers philo. Avec les réseaux sociaux, on est dans l'inverse total. Alors, il y a beaucoup de choses très positives, évidemment, sur les réseaux, on ne va pas faire les vieux cons, mais très honnêtement, il y a aussi cette immédiateté, cette injonction permanente des réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi leur redonner les clés essentielles pour comprendre un peu ce qui se passe? Oui, bien sûr aussi. L'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre les enjeux du monde dans lequel ils grandissent pour pouvoir y agir. Bien sûr, c'est leur donner des clés intellectuelles. C'est vraiment une question, cette question du temps, par exemple, la question de l'accélération. C'est ce que je disais tout de suite par rapport à le fait que la philosophie va faire un pas de côté par rapport aux questions d'actualité, mais on peut travailler en philosophie sur notre rapport au temps. On peut travailler en philosophie sur la question de la technique, sur le concept de pharmacone que développe déjà Platon en parlant de l'écriture, en disant « Oh là là, mais si on démocratise l'écriture, les gens vont devenir complètement idiots parce qu'ils vont plus savoir se servir de leur mémoire. » Donc déjà, la technique, disait Platon, c'est un pharmacone, c'est à la fois un remède à plein de maux. C'est vrai que c'est aussi un outil qui est extrêmement utile. Et puis en même temps, c'est le poison. C'est ça le pharmacone. Donc la technique, c'est à la fois le remède et le poison. Donc vous voyez, quand on fait ce type de concept, de travail de conceptualisation avec les enfants, en leur apportant aussi des concepts qui sont issus de l'histoire de la philosophie, ça résonne aussi avec ce qu'ils vont vivre ensuite en sortant de l'école. Il y a la conceptualisation, puis il y a aussi, on parlait de démocratie, de république, de grandes pensées en fait qui sont citoyennes. Est-ce que c'est aussi les amener vers l'émancipation? Ah oui, mais ça c'est vraiment l'enjeu qui est pour moi le plus essentiel, c'est l'enjeu d'émancipation. C'est que la philosophie, c'est un processus d'émancipation. Donc la philosophie avec les enfants, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas qu'un enjeu didactique de démocratiser l'accès à une discipline, ni de rajouter une discipline en plus au programme. C'est pas du tout ça. Il y a un enjeu qui est profondément politique. Et c'est pour ça que l'UNESCO défend la philosophie avec les enfants, parce qu'on pense, sans être une recette magique, parce qu'il n'y en a pas, que si on démocratisait l'accès à la philosophie, non seulement aux enfants, mais aussi aux classes populaires, qui sont en gros exclues de l'enseignement de la philosophie, notamment en France, puisqu'il n'y en a pas en lycée professionnel. L'idée de la démocratisation de la philosophie, c'est des armes qui sont au service non seulement de la démocratie, mais aussi aux valeurs humanistes, dont le pluralisme dont vous parliez tout à l'heure. Si l'UNESCO, si vous, Edwige Chirouter, et tous, j'imagine, vos collègues, ceux qui défendent en permanence la philosophie pour les plus jeunes, le disent, le crient haut et fort, pourquoi ce n'est pas fait encore aujourd'hui en 2024? Je pense qu'il y a beaucoup de représentation aussi de l'enfant qui bloque. Je travaille beaucoup en ce moment sur les processus d'exclusion de la philosophie et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les arguments qu'on donnait au siècle dernier pour exclure les femmes de la philosophie, qu'on donne aujourd'hui pour exclure les enfants de la philosophie. Quels sont les arguments? Par exemple, leur nature, ils n'en sont pas capables. La capacité. Dire, la philosophie, c'est trop difficile, les enfants n'en sont pas capables. On disait la même chose des femmes. C'est une question de pédagogie aussi, clairement. Oui, mais bien sûr. Là, vous prêchez à convaincu, mais il y a cette idée que les enfants ne seraient pas capables, que ça leur ferait du mal, que ça les dénaturerait, ça les démoraliserait en disant « Oh là là, mais on ne va pas les embêter avec ces questions-là, etc. Ça va les déstabiliser, ça va leur faire du mal. » On disait la même chose des femmes aussi. Donc, il faut aller travailler nos représentations, souvent, moi je prêche à convaincu aussi, bien sûr, mais parfois quand je parle de philosophie avec les enfants, je rencontre quand même beaucoup de gens qui sont complètement étonnés en disant, ils ont une représentation de la philo qui était le cours de terminale, donc si on dit, si on fait un cours de terminale à des enfants, ça va pas le faire. Alors effectivement, c'est pas du tout ça qu'on fait avec la philo avec les enfants, mais ça veut dire qu'il faut travailler nos représentations de ce que c'est que l'enfance et de ce que c'est que la philosophie. Peut-être qu'il faut travailler avec les parents en fait. Bien sûr, il faut travailler avec tout le monde. Non mais oui, c'est une évidence, mais ce que je veux dire par là, c'est que si finalement c'est eux qui définissent la présence ou non de la philosophie dans les petites classes, c'est peut-être eux qu'il faut convaincre aussi. Et pourquoi la philosophie finalement n'est pas entrée suffisamment dans les maisons, chez les gens, chez les Français en l'occurrence? Mais parce qu'on a une représentation très élitiste, on n'a pas tous fait de la philo, encore une fois. Je dis que la philo, dans notre système en France, c'est les classes terminales, des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels. Donc tous les gens qui n'ont pas été jusqu'à la terminale ou qui ont été en terminale des lycées professionnels n'ont même pas eu ces quelques mois d'accès à la philosophie. Et comme en plus il n'y a que quelques mois, on n'a pas tous un bon souvenir du cours de philo.
Donc souvent, le mot philosophie, en fait, il fait peur. C'est quelque chose qui paraît inaccessible, élitiste, hermétique. Et donc, il faut déjà casser cette représentation de la philosophie comme quelque chose justement d'inaccessible pour qu'ensuite les adultes puissent être beaucoup plus ouverts à une démocratisation de l'accès à la philosophie avec les enfants. Et vous l'avez dit dès le départ, hein, c'est le moment où les enfants à 3-4 ans se disent pourquoi, comment, tout le temps, en permanence. Et nous-mêmes, parents, nous n'avons pas forcément les réponses. Alors vous, j'imagine qu'Edwige Cherouter, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Ah non, mais même moi, je veux dire, il y a des moments où je me dis, bon, pourquoi une loi est-elle juste? Ou est-ce qu'une loi est toujours juste? Par exemple, cette fameuse phrase qui est toujours posée vers l'âge de 7 ans, hein, l'âge de raison. C'est vrai qu'on se sent un peu démunis si on n'est pas aidé par justement cette fameuse littérature jeunesse. Oui, on est démunis, mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est important aussi de faire preuve de vulnérabilité. C'est tellement une question difficile que tu me poses là, mais c'est une question qui est tellement importante. Et il y a plein de façons d'y répondre. Et alors, je pense aussi que la littérature, justement, elle permet aussi aux adultes d'accompagner les enfants avec une distance. On va prendre un livre, et puis justement, ce livre-là, cette histoire-là, ça va nous permettre d'aborder, avec une bonne distance affective, cette question qui est aussi angoissante pour les parents. Je pense à la question de la mort, de l'amour, du mal. Et les enfants aussi, hein, évidemment. Oui, sauf qu'on vit tous, toute notre vie avec ces questions-là. Exactement. En fait. Donc, en fait, on est tous bercés par ça en permanence, de la jeunesse jusqu'à la mort. Et on se pose toutes ces questions, mais en essayant de l'éviter. Peut-être qu'il faudrait se confronter. Oui, et alors, il faut s'y confronter. Et il faut se confronter dans des espaces qui sont sécurisés. C'est pour ça que c'est important pour moi que les écoles, les bibliothèques puissent offrir ces questions-là. On ne peut pas faire de la philo tout le temps, hein, sinon on devient fou. Hein, à se poser des questions, à essayer de réfléchir. Il y a des moments, on est dans le quotidien. Vous pouvez me dire que vous avez des réponses basique parfois. Quand mes propres enfants, à 22h, me posaient la question de savoir si le premier homme avait une maman, ça c'est réel. Hein. On n'a pas fait un atelier philo, ils sont allés se coucher. Hein. Non. Mais est-ce que le lendemain, vous avez répondu? Et après, je suis allée dans une librairie jeunesse et j'ai demandé à mon libraire, est-ce que tu n'as pas une histoire qui parle des origines, etc. Mais je crois que c'est important qu'institutionnellement, enfin politiquement, la société offre aux citoyens et aux citoyennes et aux enfants ces fameuses oasis dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas philosopher tout le temps, ça ne s'improvise pas, ça nécessite aussi de la part des enseignants ou des animateurs une formation. Parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, animateur d'un atelier philo, parce que justement les questions qu'on y aborde, elles sont délicates. Il y a un traitement spécifiquement philosophique de ces questions. Donc je pense qu'il faut que la société offre à tout le monde, et aux adultes aussi, des moments où on peut se poser collectivement pour réfléchir. Le premier cours que vous donneriez ou que vous aviez donné déjà à vos premiers élèves, c'est lequel? Quel serait, selon vous, le premier cours idéal? Ou la première leçon, le premier thème idéal? Mais j'en ai un, c'est celui que je fais toujours en premier quand j'interviens dans une école. C'est un mythe de Platon. D'abord parce que, ça permet, mais avec des tout petits, à partir de 6 ans, jusqu'à ce que mort s'en suive, on peut le faire cet atelier. C'est un mythe de Platon, donc ça permet tout de suite d'ancrer la philosophie dans une discipline. C'est né en Grèce, il y a 2500 ans, philosophe Socrate, et puis Platon. Et Platon, il invente des histoires extraordinaires, les fameux mythes. Et il y a un mythe qui est moins connu que la caverne, qui s'appelle l'anneau de Gygès. Et c'est un berger qui découvre une bague qui rend invisible. Expérience de pensée, que feriez-vous si vous aviez la bague? Les enfants donnent, adultes aussi, on donne que des exemples de transgression des interdits. On va voler, on va tricher, on va espionner, etc. Et à partir des exemples qui sont donnés, là, on peut réfléchir sur pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Est-ce que ce serait bien si on vivait dans un monde où tout le monde pourrait faire tout ce qu'il veut? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? C'est quoi la morale? C'est quoi la liberté? Ils arrivent très vite au chaos ou pas? Ils arrivent très vite effectivement, je dis chaos pour être joli, on pourrait dire bordel, pardon pour le terme. Mais... mais ils le disent, ils disent comme ça. C'est ça? Un monde sans loi. Alors ce qui est très étonnant, c'est quand on a une culture philosophique, en fait, ils sont à la fois très hobbesiens, donc Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, donc l'état de nature, un monde sans loi, ce serait le chaos, le désordre, et donc la loi, elle permet la sécurité. Et puis il y a les petits Rousseau qui arrivent aussi, qui disent, mais en fait, à l'état de nature, ce qui régnerait surtout, c'est la loi du plus fort. Et donc la loi, elle doit permettre la justice. Et on arrive vraiment très rapidement avec les enfants à dire, quand on vit en société, en fait, il y a 2 fonctions essentielles de la loi. Elle doit nous permettre de vivre en sécurité, la paix, mais elle doit aussi permettre le partage et la justice. Et ça, c'est des ateliers qu'on peut faire avec des enfants très très jeunes, à partir de 8 ans. On parle de littérature jeunesse, mais il y a aussi les films, le cinéma, le théâtre, les expos, il y a tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Si je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, j'ai évidemment pensé à un film, j'imagine que vous l'avez vu, c'est le Truman Show. Oui, bien sûr. Voilà. C'est la caverne. C'est ça.
Est-ce que ce serait pas, par exemple, un exemple pour les lycéens ou les collégiens? Collégiens. Ouais. Collégiens. La scène de fin pour savoir si, et pour poser la question, est-ce que la vérité est toujours préférable à l'illusion? Vous êtes le meilleur ami de Truman. Est-ce que vous lui conseillez ou pas d'ouvrir la porte? Faites des camps. Et puis voilà. Soit vous pouvez dire, vous lui conseillez quoi intuitivement, puis aller dans le camp que vous avez envie de défendre, soit on le fait de façon un peu arbitraire. Vous allez défendre Truman, je veux dire, non, mais reste, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et vous allez absolument devoir le convaincre, ouvre cette porte, faut aller voir ce qu'il y a derrière. Matrix, on prend quelle pilule? Vous êtes le meilleur ami de Néo, qu'est-ce que pilule vous lui conseillez de prendre? On reste dans l'illusion parce qu'on y est bien, ou alors on va vers la vérité, mais alors là, on ne sait pas ce qui nous attend. En fait, on pourrait prendre n'importe quel objet culturel et pouvoir ensuite philosopher, entre guillemets, sur ces sujets, mais en étant bien accompagné. Oui, en étant bien accompagné et en étant formé. C'est-à-dire que ça aussi, la portée philosophique d'un objet, que ce soit la littérature, les séries, le cinéma, une œuvre d'art, c'est un regard particulier. Et ça nécessite encore une fois une formation pour les enseignants ou les bibliothécaires qui souhaitent mener des ateliers philo avec les enfants. La formation dont vous parlez, par exemple, certains profs peuvent aller vers vous qui sont en littérature ou autre et se diriger justement vers la philo pour pourquoi pas enseigner la philo dès les petites classes. À l'Université de Nantes, on a créé un diplôme universitaire et on a des gens qui viennent même du monde entier pour suivre nos formations. La chaire UNESCO offre des formations aussi. On n'est pas désœuvrés, on a beaucoup de demandes. Il y a plein d'associations qui existent. Et ça se développe, mais c'est vrai que ça nécessite une formation qui est particulière, ça ne s'improvise pas. Edwige Chirouter, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Alors, je rappelle plusieurs choses. Demain soir, déjà, soirée à l'UNESCO très importante, à 17h30, en présence du parrain de la chaire UNESCO, le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, j'espère que je l'ai bien dit. Oui. Vous serez là. Oui, bien sûr. Il y aura aussi Charlotte Casiraghi qui sera là. Présidente des rencontres philosophiques de Monaco. Voilà. Il y a aussi un essai qui va sortir début janvier. Oui. Qui est titré « À quoi pense la littérature de jeunesse, des enfants, des questions, des histoires ?» et c'est paru à l'École des Lettres, donc aux éditions L'École des Lettres. Et puis, redire quoi sur vous? Que vous êtes formidable, que vous êtes professeur d'université en philosophie et sciences de l'éducation, et également titulaire de la chaire UNESCO. Et je rappelle le titre quand même, « Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. » Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux. Je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond
l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Magali Balandreau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de projet formation à l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles. Peut-être qu'on peut dire un petit mot justement de la prévention dans le milieu professionnel. On se doute que votre activité est très utile à la fois pour pouvoir former, pour informer, pour sensibiliser, pour comprendre comment ça se passe. Peut-être que lorsqu'on est salarié, on est peut-être un peu plus sensibilisé à ça. Mais pour tous les autres, ceux qui vont rentrer dans la vie active, forcément moins. Alors effectivement, l'INRS, sa vocation première, c'est destiné aux salariés des entreprises du régime général. Donc on a tout un pan de l'activité qui est destiné à ça, et notamment un volet recherche et développement, pour que des mesures de prévention soient ensuite proposées aux salariés. Mais moi, je m'occupe principalement des salariés en devenir, c'est-à-dire des jeunes qui sont en formation initiale, qui ont intégré un parcours de formation professionnelle et qui, demain, seront les salariés d'entreprise. Donc c'est important pour nous d'avoir cette cible pour les sensibiliser à la prévention des risques professionnels auxquels ils vont être exposés plus tard. Alors qu'est-ce qu'il y a comme grand risque justement dans la profession, ce qui en fait concerne les salariés, tout comme les auto-entrepreneurs et autres? Ça dépend vraiment du secteur d'activité dans lequel vous êtes. C'est-à-dire les risques d'un boulanger, ça ne va pas être les mêmes que ceux d'un mécanicien. Donc c'est vraiment, il y a des risques, nous on les identifie tous à l'INRS, mais ensuite chaque métier va faire une analyse de situation de travail, de se dire, moi dans mon activité je suis exposé à ça, donc je vais mettre en place des mesures de prévention pour pallier à... Accident du travail, par exemple, on parlait d'un boulanger avec son four, éventuellement on parle de ça, mais on parle aussi par exemple de burn-out, on parle de santé mentale. Oui, les risques psychosociaux sont des risques qui sont abordés aussi par l'INRS et des mesures sont proposées d'organisation plus du travail. Alors, vous parliez justement des jeunes en devenir. Vous lancez la 13e édition du concours vidéo de l'école au travail. À vous de filmer. Alors, on imagine que c'est à ces jeunes dont on parle, qui sont élèves et apprentis, qui préparent le diplôme donc de l'éducation nationale, oui. Évidemment, et qui en fait vont se filmer, en tout cas proposer une vidéo ou proposer un petit film assez court sur ce sujet. C'est ça. C'est-à-dire que le film a la vocation de promouvoir les risques professionnels, de mettre les élèves acteurs de la scénarisation de cette vidéo. Ils ne se mettent pas forcément en scène, ou pas systématiquement. Ils peuvent faire des projets qui sont tout à fait originaux avec des Legos, avec de la pâte à modeler. Enfin, on a une multitude de projets qui nous arrivent et qui sont plus originaux les uns que les autres. Et alors, comment ils puissent justement leurs idées? Parce que c'est compliqué, enfin, c'est pas toujours donné à tout le monde de pouvoir écrire un scénario, trouver les moyens de filmer, créer un projet. C'est pas simple. Hein. Non, mais ils sont accompagnés. Alors, dans l'enseignement professionnel, on a une discipline d'enseignement qui s'appelle la prévention santé-environnement. Les élèves qui sont en formation professionnelle exclusivement ont cette discipline d'enseignement. Ils sont accompagnés par leurs enseignants là-dessus. Ouais. Et voilà, dans le référentiel, il y a plein de compétences qui visent à promouvoir la prévention. Et ensuite, c'est eux qui définissent leur projet. Ils scénarisent pas. Comment ils choisissent, qui fait quoi dans la classe. Ça, c'est à eux de définir ça avec leurs enseignants. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme projet, par exemple, qui ont été proposés, qui vous ont marqué? Est-ce que c'est un sujet en particulier sur la prévention? Est-ce que c'était un film, peut-être un acteur aussi en particulier, un élève? Alors, la thématique est toujours la même. C'est la santé-sécurité au travail. Donc là-dessus, on n'a pas de surprise. On a des surprises sur les modalités de tournage, sur la manière dont ils vont aborder le risque, sur le risque qui est abordé. Des choses assez surprenantes qui ont été primées, c'est des stop-motion ou alors des slams écrits par des élèves, chantés par des élèves, dont la musique a été réalisée par les élèves. Voilà, il y a des choses assez variées. Alors, quel est l'objectif de ce concours? Car on imagine que c'est pour les sensibiliser eux aussi, mais ils le sont de par leur voie professionnelle et leur métier futur. Quel est l'objectif
au-delà de ça? On disait tout à l'heure, la prévention, les gens savent pas forcément de quoi ils en retournent, mais aborder la prévention de cette manière-là, sous cette forme-là, par le biais de la réalisation d'une vidéo, ça rend la prévention plus ludique. Voilà. Et alors, donc, ils sont nombreux à participer. C'est obligatoire ou pas? Ah non, c'est pas du tout obligatoire. D'accord. Alors, ils sont nombreux à participer. Écoutez, donc c'est la 13e édition. On a reçu depuis 2013 environ 1000 vidéos. On est un peu plus d'une centaine par année, ce qui fait quand même beaucoup. Et donc, on les visionne tous. Et ensuite, on les sélectionne, on les récompense. On les convie à l'INRS. Ah, génial, pour pouvoir justement travailler avec eux, voir ce que sont aussi les formations que vous proposez. Alors, pas du tout. Ah non, parce que pas du tout. Vous voyez, comme moi, ça m'intéresse. Non, donc il y a une sélection des 120 vidéos, hein, globalement, c'est à peu près ça. On en sélectionne une vingtaine. Dans le règlement du concours, on annonce les critères d'évaluation des vidéos. Alors, quels sont les critères, justement? Donc, il y a la pertinence du message de prévention qui est envoyé, puisque c'est aussi visible par tout le monde, par les jeunes, les moins jeunes, la qualité de la vidéo et l'originalité. Donc nous, Et le timing aussi, peut-être la durée de la vidéo? Alors le timing est défini, puisque c'est des vidéos qui doivent faire entre 30 secondes et 2 minutes 15, générique inclus. Voilà, donc c'est un critère. Voilà, c'est un critère. Mais tout ça, c'est annoncé par avance. Et donc le jury est composé de qui alors? Forcément des partenaires qui sont les nôtres. Donc des représentants du ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est fait en partenariat avec eux. Donc souvent c'est des inspecteurs de l'Éducation nationale qui regardent la shortlist qu'on leur envoie. On a des représentants des CARSAT, donc, qui sont des déclinaisons territoriales de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, on a aussi, parce qu'on a un partenaire qui est le comité central de la mutualité sociale agricole, la CCMSA, et donc on a des représentants de la mutuelle sociale agricole avec nous. Et puis évidemment, des représentants de l'INRS. Quand on parle de prévention, effectivement, des risques et des accidents du travail, est-ce qu'on peut aussi avoir des messages politiques qui sont diffusés? On parlait effectivement du monde agricole, on en parle beaucoup en ce moment, bien entendu, on en a beaucoup parlé ces dernières années. On sait que ce monde est en crise et on comprend bien entendu leurs revendications. Est-ce que c'est aussi une façon de pouvoir parler de la difficulté aussi que rencontrent ces agriculteurs au quotidien dans leur travail? Alors nous, c'est pas notre intention. Ouais. C'est pas notre intention. Pour être sincère avec vous, je n'identifie pas ça quand je regarde les vidéos, parce que probablement que c'est pas... Vous non, mais les élèves peut-être, non? Alors les élèves peut-être, mais à travers leurs vidéos, moi, c'est pas quelque chose que j'identifie. Peut-être que c'est la lecture que nous, on peut en avoir au regard de leur projet, mais moi, c'est pas quelque chose que je vois. Mais oui, la santé mentale, c'est très important, surtout en ce moment, et la sécurité, évidemment. Merci beaucoup. Alors, on rappelle les dates. Donc, le calendrier. Donc, le lancement officiel de la 13e édition a été fait. C'était le 1er octobre. Je crois que le 3 avril, c'est ça? Oui, c'était tout à fait ça. Le 3 avril 2025, date limite de dépôt des candidatures. 19h. Donc, c'est maintenant. C'est ça, c'est important. Et le 30 avril, il y a la délibération. 30 avril, la délibération, et le 23 mai, la remise des récompenses à l'INRS. Très bien. Bon, écoutez, on suivra ça de très près. Merci beaucoup. Lancement de la 13e édition du concours vidéo de l'école au travail. À vous de filmer. Organisé, donc placé sous le parrainage à la fois des ministères de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, organisé par l'INRS en partenariat avec le CCMSA. Est-ce que vous pouvez me redire ce que c'est que le CCMSA, que je ne me trompe pas? Les comités centrales de la mutualité sociale agricole. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Ah bah oui, mais ça on y arrive. Merci à vous d'être venus. Merci sur ce plateau, Magali Balandreau. Merci. On va marquer tout de suite, non pas une courte pause, mais on va retrouver plutôt notre chroniqueuse, Louisa. Louisa, dans votre chronique, vous nous emmenez en Irak où l'État souhaite abaisser l'âge du consentement de 18 à 9 ans pour les filles. En effet, depuis le 17 septembre dernier, un projet d'amendement pourrait permettre à des hommes de se marier et de disposer de leurs droits de mari sur des fillettes de 9 ans. La Cour suprême fédérale d'Irak a validé en deuxième lecture cette mise à jour. C'est un immense pas en arrière pour ce pays qui proposait jusqu'alors une loi progressiste, voire la plus progressiste de la région du Moyen-Orient. Je vous explique. En Irak, les affaires familiales sont dictées par la loi sur le statut personnel, loi aussi appelée 188.
en vigueur depuis 1959, et ceci pour tous les courants religieux. Jusqu'ici, cette loi 188 permettait aux femmes l'âge du consentement à 18 ans, le droit de divorcer, d'hériter ou encore la loi de garde d'enfants. Mais depuis le 17 septembre dernier, tous ces droits pourraient être réfutés pour les femmes. Légitimer le viol d'enfants, on parle même déjà d'une loi pédophile. Niaz Abdullah, qui est une journaliste irakienne et lauréate du prix international de la liberté de la presse en 2022, témoignait sur le compte Instagram de France Info et précise, je cite, « L'Irak pourrait devenir le pays de transit des pédophiles du monde entier, y compris pour les pédophiles français. Imaginez qu'un homme viole une fillette de 9 ans. La loi donnera le droit au violeur d'épouser la victime. » Mais alors pourquoi ce changement de cap de l'Irak ? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parlement irakien est composé de la coalition des partis musulmans chiites conservateurs. Leur objectif est de redonner le pouvoir aux institutions religieuses pour passer l'âge du mariage à 9 ans. Et malgré le progressisme du pays dont on parlait tout à l'heure, ne faut tout de même pas s'emballer puisque le dernier rapport de l'UNICEF qui date de 2023 a publié des chiffres édifiants, voire alarmants. Je vous les donne, il y en a deux. Le premier, 28% des jeunes filles irakiennes sont mariées avant 18 ans. Et selon la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, 22% des mariages non enregistrés s'appliquent aux filles de moins de 14 ans. Quelques exemples pour vous situer tout cela dans le monde. L'âge du consentement sexuel, 15 ans en France, 12 ans en Angola, 14 en Allemagne et en Chine, et 16 ans au Royaume-Uni et au Japon. Côté association, évidemment, on se soulève. Nadia Mahmoud, qui est la cofondatrice de l'ONG Aman Women's Alliance, raconte, je vous cite, « À la suite des manifestations massives de jeunes qui ont eu lieu en Irak en 2019, ces acteurs politiques ont vu que le rôle des femmes commençait à se renforcer dans la société. Ils ont estimé que la société civile, les organisations féministes ou de personnes issues de la diversité représentaient une menace pour leur pouvoir. Ils ont commencé à les restreindre et à les réprimer. » Alors pourquoi cette fois-ci la proposition des chiites conservateurs pourrait être retenue ? Derrière cela, des intérêts politiques, puisqu'en ce moment même, chiites et sunnites sont en pleine négociation, en ligne de mire, la libération des prisonniers sunnites de Daesh. Si les parlementaires sunnites adoptent cette loi, c'est parce qu'on aura mis en liberté leurs compatriotes sunnites. À ces arguments, la journaliste irakienne dont on parlait en début de chronique, Niaz Abdullah, précisait: donnez-nous du sexe et je relâcherai les terroristes. Voici comment elle qualifie ce qui est en train de se passer en Irak. Il faut noter aussi qu'il y avait déjà eu 2 tentatives en 2014 et 2017 qui n'avaient pas trouvé d'issue favorable. Pour cela, plusieurs arguments. Déjà, il y avait la guerre à mener contre l'État islamique, le soulèvement des femmes en Irak, mais aussi la lutte et la défense des associations pour les droits humains. À ce propos, Niaz Abdullah, journaliste dont on parle depuis le début de sa chronique, disait « Les membres de l'État islamique ont violé en Irak des filles âgées de 9, 10 et 11 ans. Et l'Irak elle-même va voter une loi qui autorise le mariage avec des filles de moins de 18 ans. L'Irak va devenir le pays au monde, le pire pays au monde en termes de droits des femmes et de droits des enfants. » À date, que sait-on réellement de la suite des événements, justement, concernant cet abaissement de l'âge du consentement sexuel de 18 à 9 ans ? Ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'il y a eu quand même moins de mobilisation par rapport aux mobilisations de 2014 et 2017. Il y a quand même eu des soulèvements au Parlement côté sunnite. Mais à l'heure où l'on se parle, on sait qu'un dernier vote doit avoir lieu. Nous n'avons pas encore la date, mais ce vote sera indispensable avant l'annonce officielle du gouvernement. En attendant, ONG, ONU font pression et demandent aux puissances étrangères de se mobiliser. Objectif, contrer cette loi. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si l'Irak vote pour cette loi, les effets seront désastreux. Augmentation des violences physiques, psychiques et sexuelles sur les jeunes filles, l'accès à l'éducation et à l'emploi seront restreints. Bref, 2024 pourrait être une année terrible pour les filles et les femmes. La situation, évidemment, des femmes est dramatique dans le monde et on le voit encore avec cet exemple. Pour conclure, vous vouliez aussi nous parler de cette vidéo qui a récemment fait parler d'elle, Louisa, celle d'une étudiante iranienne qui s'est dévêtue sur son campus d'université et elle marchait en sous-vêtements, vous l'avez vu, cette image, afin de dénoncer les conditions des femmes. En effet, Virginie, comment ne pas en parler ? Cette vidéo que l'on voit, elle a été publiée le 2 novembre dernier. On y voit une jeune femme de 30 ans. Cette jeune femme, c'est Aou Diarei, qui sans voile et en sous-vêtements marchait devant son université islamique Azad de Téhéran, en Iran. Elle manifestait, selon Amnesty Iran, je cite, en signe de protestation contre l'application abusive du port obligatoire du voile. À date, nous savons qu'elle a été internée et arrêtée. Nous n'avons pas plus d'informations à ce jour. Pour rappel, les femmes en Iran, lorsqu'elles ne suivent pas le code vestimentaire, elles encourent jusqu'à 10 ans de prison. Ce qui nous rappelle que partout dans le monde, le droit des femmes est en danger et qu'ils sont à surveiller.
telle l'huile sur le feu. Voilà, nous avions fait évidemment consacrer une émission aussi sur ce sujet et puis plusieurs chroniques qui ont été faites évidemment sur cette vidéo de cette étudiante iranienne donc dévêtue pour protester contre les conditions des femmes en Iran. Une pensée d'ailleurs pour toutes ces femmes, le collectif des femmes Azadi qui défend justement la liberté. Merci à vous Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Pour celles et ceux qui, peut-être comme nous sur ce plateau, ne savent pas forcément ce que c'est que le no-code, est-ce que vous voulez bien nous donner une petite définition ? Avec plaisir. Alors, le no-code, pour faire assez simple, c'est ce qu'on peut appeler une nouvelle méthode de programmation qui va permettre de développer des applications, des sites web, des automatisations sans une seule ligne de code. Son cousin le plus proche, c'est le low-code. Donc, on va faire exactement la même chose avec un tout petit peu de code. Et donc, on a le no-code, le low-code et le code. C'est un truc nouveau ? Non, pas tellement. Ça a à peu près une vingtaine d'années. En fait, c'est une évolution technologique. Je préfère parler d'ailleurs d'évolution que de révolution technologique parce que depuis que, clairement, on fait du développement applicatif, il y a toujours eu des langages successifs qui ont rajouté des couches de programmation, d'abstraction supérieure, toujours plus proches de l'humain pour pouvoir développer plus facilement, plus rapidement. Donc du coup, on peut considérer que le no-code est un nouveau langage de programmation qui permet de développer plus facilement. On parle également de programmation visuelle. C'est sa principale rupture avec le développement traditionnel, c'est qu'on n'écrit pas des lignes de code, on va programmer visuellement avec des blocs. Comment est-ce que vous percevez l'intérêt des adolescents pour la radio comme format ? Est-ce qu'ils en consomment ? Alors de la radio à proprement dit, non, ça va pas être les premiers consommateurs. Quand on leur parle de radio, souvent ils associent ça à leurs parents, voire à leurs grands-parents, ou à un truc un peu pénible qu'ils écoutent dans la voiture quand ils font des trajets familiaux. Du coup voilà, après le mot podcast leur parle un peu plus, même si c'est pas un média de prédilection non plus pour eux, c'est pas le premier support sur lequel ils vont aller chercher de l'information ou se divertir. Mais du coup, quand on arrive sur un atelier, c'est vrai que nous, Elsa leur présente l'univers du podcast, de la radio. Et vu que c'est une pratique extrêmement ludique dans sa mise en œuvre, dans son contact avec les gens, les adolescents sont quand même assez friands de ça. Et du coup, l'attractivité et la curiosité naît assez vite pour ce public. Et c'est là tout l'intérêt de la radio aussi, c'est-à-dire que dès qu'ils voient la console où on les met en position de technicien avec les boutons de toutes les couleurs, etc. Ça les attire et du coup, ils ont envie de regarder et d'être un peu plus curieux sur comment ça marche. Et aussi le fait de parler dans un micro ou d'aller interviewer des gens avec un enregistreur, les ados se révèlent et ils y vont assez rapidement et assez facilement. Bon, les cas que je raconte là, c'est des cas effectivement plus graves, d'humiliation, de privation de nourriture, de coups aussi et de griffures. Et quand vous me posiez la question des effets, parce qu'effectivement c'est très important, il y a beaucoup de ces faits de maltraitance, c'est d'ailleurs des faits psychologiques. C'est ça. C'est les humiliations, les punitions, l'équipe qui va pas bien. Et j'ai pu détailler les conséquences sur plusieurs enfants que j'ai suivis dans une crèche à Villeneuve-d'Ascq sur 3 ans. Et ils avaient à peu près les mêmes symptômes, ce qui racontait quelque chose. Troubles anxieux, peur, notamment du noir de l'endormissement, rapport difficile aux autres, difficulté à gérer des émotions, troubles du comportement, colère, retard dans l'acquisition de la propreté. Ça fait beaucoup. Exactement, ouais. Il y avait ces mêmes symptômes. Donc, c'est des enfants. Je me rappelle avoir eu une des mères au téléphone quand j'écrivais en avril dernier. Et ça m'avait marqué. Je crois que je déposais. On était un samedi et j'allais déposer ma fille au dessin. Le samedi matin, je déposais ma fille qui a donc 6 ans maintenant au dessin. Et elle emmenait ses 2 enfants qui avaient été dans une crèche People and Baby, les 2 chez un pédopsychiatre. Et parce qu'elle y allait tous les samedis. Et je me rendais compte là de la différence ensuite dans le développement d'un enfant quand vous avez vécu les 1000 premiers jours dans une crèche où ça se passe bien, où l'équipe vous met en confiance. Moi, ma fille, elle est légère, elle a confiance en elle, elle a une forme d'assurance qui lui permet de bien grandir. Ces enfants-là, les enfants de cette dame,
Oui, effectivement, ils sont anxieux, ils peuvent pas. Et elle appelle la maison des portes ouvertes. Elle peut pas fermer une porte. Elle a des enfants qui sont en grande difficulté pour communiquer avec les autres et qui se retrouvent chaque semaine chez le pédopsychiatre. Bon, ça demande beaucoup d'efforts. Elle va y arriver, mais pour les sortir de ce trauma. On parlait des métiers justement il y a un instant. Quels sont les types de métiers qu'on peut exercer quand on se lance dans une carrière du no-code ? Alors c'est très mouvant, très émergent. Du coup, c'est un peu on est vraiment dans cette période-là, parce que du coup, au sein du SFPN, du syndicat, ça fait 2 ans et demi qu'on travaillait sur un chantier pour faire reconnaître le métier émergent de Product Builder no-code. Avant cela, il y avait beaucoup d'appellations, Citizen Developer, Maker, Product Builder. Toutes les entreprises avaient du mal un petit peu à périmétrer un petit peu cette nouvelle compétence, ces nouveaux métiers. Donc on a fait un vrai exercice de définition pour voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre dans ces nouveaux métiers. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut synthétiser le sujet en 2 grands pans. Il y a à la fois les compétences, donc les salariés qui veulent pas forcément faire une reconversion dans la tech, mais monter en compétences de la même manière qu'ils veulent apprendre l'anglais et pas forcément devenir prof d'anglais, ils ont besoin de l'anglais dans le quotidien. Et là, ce sera pareil, c'est d'apprendre à structurer de la donnée, à l'interfacer, à l'utiliser, à l'automatiser. Ça, c'est de la montée en compétences. Et on va avoir véritablement des gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent évoluer dans la tech vers ces métiers. D'accord. Et le métier de Product Builder, aujourd'hui, est le premier reconnu par France Compétences suite au dépôt de notre dossier l'année dernière comme métier émergent. Vous vous adressez aussi aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas précis ? Alors ça, c'est particulièrement un projet qu'on a monté et qui a commencé là cette année. Donc c'est un gros projet qu'on mène avec le collège Henri Derle de la Teste de Buch. Et c'est en fait on a imaginé un projet justement dans le cadre d'un appel à projet qui était lancé par la Fondation Bordeaux Mécène pour lutter contre le décrochage scolaire à travers cette pratique médiatique et la pratique radiophonique, même médiatique plus largement, parce qu'on ne fait pas du tout que de la radio dans ce projet-là. On a proposé ça à Bordeaux-Mécène, on a été lauréat de ce programme-là. On en a parlé du coup au collège Henri Derle de la Teste qui a tout de suite accroché. Donc on a monté ce projet-là où en fait l'idée c'est de voir des jeunes toute l'année, donc qui vont vraiment de la 6e à la 3e, des jeunes qui ont été repérés par le collège comme étant en voie éventuelle de décrochage scolaire. Et les groupes sont assez mixtes, c'est-à-dire que dedans, il y a peut-être des jeunes qui sont quasiment déjà décrocheurs scolaires, c'est-à-dire qu'ils viennent quasiment plus au collège et que voilà, ils sont allés rechercher. Et aussi des jeunes qui sont au début de peut-être une déscolarisation, mais qui ne le sont pas encore du tout. Enfin voilà, qui sont peut-être en difficulté pour plein de raisons différentes. Et l'idée, c'est qu'à travers ces ateliers qu'on mène à peu près une fois par semaine, on puisse aussi leur redonner le goût de la curiosité, l'envie d'apprendre, et aussi qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Il y a 2 dates importantes. Il y a 2004 et 2010. 2004, c'est donc l'ouverture au privé. C'est la même histoire que les EHPAD. Il n'y a pas assez de place. Il n'y avait pas assez de place dans les maisons de retraite. Il y a une vraie lacune des pouvoirs publics. On se dit, on va laisser le privé y aller et on va l'accompagner avec des dispositifs fiscaux pour l'inciter. 2010. Et donc ça, c'est l'ouverture au privé, et avec très vite des groupes qui arrivent à ce moment-là, les 4 qu'on connaît d'ailleurs, la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et la Maison Bleue. La Maison Bleue. Et il y a ces 4 groupes qui arrivent, qui vont devenir des multinationales en moins de 20 ans, et pour certains, avec des logiques d'optimisation des coûts que je détaille dans le livre, qui ont une incidence catastrophique sur les conditions de travail et la qualité de la prise en charge. Et 2010, pourquoi ? Pour faire très court, il y a de plus en plus de maires qui vont ouvrir de maires M-A-I-R-E-S. Exactement. Ouais. Les crèches municipales aux opérateurs privés. Donc, ils font des appels d'offres en disant, je préfère que ça soit un opérateur privé qui gère, c'est son métier, et puis ça me coûtera moins cher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2010, dans ces appels d'offres, ils se sont mis eux-mêmes à se concurrencer et à casser les prix pour obtenir les parts de marché. Et il y a eu des effets. Et là, ça s'est effondré.
Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi, le son c'est Sully, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également Louisa d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.